Bonsoir à tous. Je vous souhaite bienvenue et à cette deuxième présentation pour la journée. Alors, je vous rappelle qu'on est en période de célébration de la Semaine internationale des professionnels en biologie médicale. Tout le long du mois d'avril, ce qu'on avait fait, on avait organisé des séances de formation en prélude de cette occasion. Et alors, cette semaine, c'est la semaine d'intérêt. Tous les jours, on a au moins une présentation. Aujourd'hui, on avait deux. La première autour de l'apport de l'épidémiologie. Maintenant, et on va avoir une présentation avec notre coordonnatrice, c'est le laboratoire médical technologique qualité. On va voir et on va essayer de balancer par rapport à la qualité. OK? Et c'est notre coordonnatrice, Betty Alexandre, va nous présenter. Donc, c'est sa spécialité. Elle a une spécialité en qualité. Alors, je vais lui céder la place pour qu'elle se présente et beaucoup mieux. Et pour qu'elle puisse se présenter, elle pourra le faire beaucoup mieux que moi. OK. Merci tout le monde. Merci encore d'être présent. Et on va d'abord faire la présentation et puis à la fin, il va y avoir les séances de questions. Vous allez utiliser la section chat pour poser les questions et à la fin, j'ai des questions pour vous. OK. Merci. Alors, Madame Betty Alexandre, je vous cède la parole. Merci, Marc-Mi. Bonsoir à tous. Je suis Betty Pierre Alexandre. Je suis technologiste médical. J'ai eu une formation spécialisée en gestion et assurance de la qualité. Je suis aussi formatrice certifiée pour le programme SLAMTA. Je suis très enchantée de vous présenter cet après-midi ce sujet, le laboratoire médical, technologie versus qualité. Je vous souhaite déjà bonne audition. Un moment. J'ai un petit problème technique, je vous prie de patienter, s'il vous plaît. Le problème persiste. Ça ne marche pas. Okay. Merci. Okay, merci. On va suivre ce petit plan pour la présentation. D'abord, on va voir les objectifs de cette présentation. On verra quelques définitions, définition de la technologie, définition de la qualité. On verra les points essentiels du système de gestion de la qualité, les phases du processus de laboratoire, la technologie au laboratoire, le rôle des automates, technologie versus processus de laboratoire, dans les phases pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. On verra aussi les avantages de la technologie au laboratoire, le système de la qualité, les enjeux de la technologie, le dynamisme de la profession de technologie médicale, les nouvelles spécialisations et enfin, la conclusion.
À la fin de cette présentation, vous serez en mesure de comprendre l'importance de la technologie de laboratoire. Excusez-moi. À la fin de cette présentation, vous serez en mesure de comprendre l'importance de la technologie au laboratoire d'analyse médicale. Pourquoi on doit utiliser la technologie, ou du moins, quelle est l'importance de la technologie au laboratoire d'analyse médicale. Larousse définit la technologie comme étant l'étude des outils, des machines, des procédés et des méthodes employées dans diverses branches de l'industrie. Dès qu'on parle de technologie, on voit les outils, on voit les machines, et aussi les méthodes utilisées. Excusez-moi. Il y a un petit problème technique. Semblerait-il que je n'ai pas partagé le bon écran. Bon, on va essayer de rester quand même. Problème technique, wow. J'ai l'impression de ne pas partager bon écran. Merci de votre patience. Il y avait un petit problème technique. Le problème est résolu. J'espère que cela ne va plus se reproduire. On a déjà parlé du plan à partager et on a déjà vu la définition de la technologie. Et pour parler de la qualité au laboratoire, on parle toujours des 12 points essentiels au système de gestion de la qualité au laboratoire. Et ces 12 points ont été définis par la norme ISO 15189 et aussi un autre document, le CLSI GP26 A3. CLSI, c'est le Clinical Laboratory Standard Institute. Ce sont des organisations qui définissent des normes de laboratoire. On ne peut aussi parler de la qualité
au laboratoire, sans parler du processus de laboratoire. Le processus d'analyse, tout le monde s'est entendu, qui a 3 points, 3 phases essentielles dans un processus de laboratoire qu'on ne peut s'en passer. Il y a la phase pré-analytique, la phase analytique et la phase post-analytique. Maintenant, la question que je vais vous poser, et je vous demanderai d'écrire votre réponse de la partie chat. Est-ce que l'utilisation de la technologie au laboratoire augmente ou peut augmenter la qualité? Vous avez 30 minutes vous avez 30 secondes, excusez-moi, pour écrire votre réponse dans la partie chat. Je n'ai pas vu les réponses, malheureusement. Je ne sais pas si vous ne voulez pas participer activement avec moi. Je n'ai vu que 2 réponses. J'attends d'autres réponses. Vous avez 5 secondes pour continuer à écrire vos réponses. OK? Donc, la majeure partie des réponses que j'ai vues ici, c'est oui, 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 oui. Donc, vous êtes d'accord que l'utilisation de la technologie laboratoire peut augmenter ou augmente la qualité. Comment? Lorsqu'on voit la technologie au laboratoire, effectivement, on voit les automates et aussi on voit le système d'information au laboratoire. Quel est le rôle des automates? Les automates sont là, ou du moins les automates réduisent les tâches à faible valeur ajoutée, ce qui permet aux techniciens de consacrer plus de temps à des tâches considérées essentielles. L'automatisation des tâches grâce à la robotique simplifie les opérations, diminue les tâches manuelles et permet de gagner en traçabilité afin de pouvoir répondre aux problématiques de l'accréditation. Donc, ce qu'on peut comprendre à travers le rôle des automates au niveau du labo, on constate que certaines tâches ne sont pas trop essentielles et n'apportent aucune valeur ajoutée. Au contraire, ces tâches manuelles augmentent ou facilitent les erreurs au lieu de les réduire au laboratoire. Prenons un exemple, le comptage, un hémogramme manuel. Le comptage manuel des globules blancs et des globules rouges. Donc, on prend beaucoup de temps à faire cet exercice et on a beaucoup plus de chances à avoir des erreurs au lieu d'augmenter la fiabilité du test. Donc, les automates nous aident à faire le test non seulement d'une façon plus rapide, mais aussi ça augmente la fiabilité. Et on a vu que ça permet de gagner en traçabilité afin de pouvoir répondre aux problématiques de l'accréditation. Donc, on a pu comprendre que le problématique de l'accréditation n'est pas uniquement la réalisation des tâches, mais plutôt ça constitue à une déficience en management de laboratoire, à une déficience en gestion, ou du moins à une déficience en leadership.
on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie ou comment la technologie est utilisée dans les phases de laboratoire, à savoir les phases pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. Et ensuite, on verra comment est-ce que l'utilisation de cette technologie nous aide à gagner en qualité ou à augmenter la qualité au niveau du lab. D'abord, en phase pré-analytique, qu'est-ce qu'on fait en termes de processus du labo? On vient de le voir dans l'image. Il y a la préparation du patient, il y a la sélection du test, la collecte du spécimen et le transport d'échantillons si l'échantillon n'est pas collecté au niveau du laboratoire. Maintenant, l'utilisation de la technologie dans la phase pré-analytique consiste en la mise en place ou en l'utilisation d'un système d'information de laboratoire. Donc, je parle de système d'information de laboratoire électronique parce qu'il y a le liste papier ici. Avec la technologie, on peut faire l'enregistrement de façon plus rapide. On peut faire l'étiquetage parce que dans le processus, il peut y avoir des erreurs de duplication de résultats. Donc, avec la technologie, ce risque est réduit parce que à l'aide d'un numéro unique ou à l'aide de code barre, le patient, vraiment, c'est unique, c'est difficile de dupliquer et voire impossible d'avoir des résultats dupliqués. Ça permet aussi de faire en un clic la traçabilité du patient et la statistique au cours d'une journée ou après pour voir quel est le nombre de tests qu'on avait réalisé dans ce jour, le nombre de rejets, pourquoi on avait ce rejet. Ça permet vraiment de gérer de façon professionnelle ou gérer minutieusement la phase pré-analytique. Maintenant, dans la phase analytique, lorsqu'on voit la technologie, comme je l'ai dit tantôt, on voit les automates, on voit les équipements de laboratoire. En termes de processus, qu'on fait, c'est le contrôle de la qualité, on fait l'analyse, on analyse le test, il y a aussi la maintenance et la réparation de l'équipement. Mais en termes de technologie, que fait la machine et l'équipement? C'est un système qui est conçu de manière à effectuer une série de tâches sans intervention humaine. Ce qu'on fait au laboratoire, comment est-ce que ça fonctionne? Ça consiste en un opérateur. Il y a un opérateur qui fournit des consignes, qui donne des consignes à la machine. La machine reçoit les ordres et le résultat est sorti. Ça permet vraiment de gagner du temps. Le temps qu'on allait prendre pour réaliser un test, avec la technologie, avec ce même temps, on peut réaliser plus de 10 tests, plus de 10 tests, beaucoup plus. Et dans la phase post-analytique, comment est-ce que la technologie est utilisée ou pourrait être utilisée pour augmenter la fiabilité du test? En termes de processus, ce qu'on fait, c'est l'enregistrement des résultats, la transcription des résultats et la notification. Et maintenant, avec la technologie, on a un ordinateur, on a un système d'information de laboratoire. Ce système d'information de laboratoire
vous aide à gérer tout ce processus et à réduire considérablement les marges d'erreur. Par exemple, dans l'enregistrement des résultats, il y a la possibilité pour que l'ordinateur ou le système d'information de laboratoire soit connecté directement avec l'équipement. L'équipement envoie les informations concernant le test directement dans votre système d'information et directement dans le dossier électronique du patient. Le risque de transcription, d'écrire des résultats discordants par rapport à ce que la machine donne, par rapport à ce qu'on trouve, est vraiment, vraiment réduit. Et aussi, pour faire la notification, lorsqu'il y a des résultats critiques, parfois on peut même programmer la machine pour envoyer des notifications et on peut gérer ça aussi avec des codes de couleurs. Donc, lorsqu'il y a certaines couleurs, lorsque certaines couleurs apparaissent, donc ça vous dit vraiment qu'il y a un résultat critique et qu'il faut faire vite, il faut envoyer directement aux cliniciens ou aux médecins. Quel avantage de l'utilisation de la technologie? Quel avantage d'avoir un système automatisé au laboratoire? D'abord, ça permet d'accroître la rapidité des tests, comme je l'ai dit tantôt. Une exécution automatique est aisément plus rapide que l'exécution manuelle. Cela est dû au fait que le test automatique est programmé pour enchaîner les actions dès qu'elles sont possibles, ce qui rend plus efficace l'automate et le testeur humain dans le déroulement du scénario. Donc, on y va beaucoup plus rapide. Deuxièmement, ça permet d'assurer la reproductibilité du test. Un test automatisé est programmé de manière à ce qu'elle peut être exécutée autant de fois que souhaité. Parce que c'est un robot, on fait la programmation et on dit, OK, je veux que vous faites ceci, et la machine fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Ça permet aussi de paralléliser les tests. Comment est-ce que ça se fait? Un testeur manuel fait un seul test à la fois. Cependant, avec une machine ou un équipement de labo, on peut programmer plusieurs tests en même temps. Prenons par exemple le GeneXpert. Avec une machine de 4 modules, on peut faire 3 tests à la fois. Par exemple, on peut programmer un module pour un test TB, à la recherche de la résistance à la rifampicine. On peut programmer un deuxième module pour un test COVID et on peut programmer un troisième module pour un test ID Early Infant Diagnostic. Donc, avec une seule machine, on fait 3 tests en même temps. Ça permet aussi de maintenir la fiabilité. Grâce à la couverture des tests qui s'étend en continu, c'est l'ensemble de produits qui conserve son niveau de fiabilité. Ça fait augmenter aussi la fréquence des tests. Dès qu'on fait la maintenance de la machine, donc on peut programmer les tests à ce que ces tests soient faits de façon plus rapide. Ça permet aussi de développer la capacité des tests. Ça permet de planifier les tests, la façon dont on réalise les tests. On sait, OK, cette série va prendre 6 heures de temps. On peut programmer la série et aller faire autre chose. Et aussi, ça permet de faciliter le contrôle visuel. Pour un automate, prendre une copie d'écran fait partie de son fonctionnement quotidien. Donc, ça peut permettre à un être humain de contrôler très facilement le rendu visuel dans le navigateur web. Et certains tests aussi, avant même la fin du test, à l'écran, on peut voir si ce test sera positif ou si le test sera négatif ou s'il faut répéter. Ça facilite vraiment la vie au quotidien. Et il y a d'autres avantages. Non seulement il y a des avantages pour le test lui-même, il y a aussi des avantages pour l'équipe, pour le personnel, parce que ça permet aussi l'épanouissement du personnel
Et aussi, en dernier lieu, ça permet de répondre à l'objectif du laboratoire qui est la satisfaction des clients. Pourquoi avoir un système de qualité au laboratoire? Est-ce que le système de qualité permet d'éviter les erreurs? Donc, on a vu avec la norme ISO que la mise en place de la gestion de la qualité au laboratoire ne garantit pas un laboratoire d'exempt d'erreurs. Cependant, il permet de détecter les erreurs pouvant survenir et éviter qu'elles réapparaissent. Donc, c'est ça le rôle d'un système de qualité. C'est vrai, les erreurs sont minimes, mais dès que l'erreur apparaît, on a la possibilité de la détecter et de prendre des mesures correctives et des mesures préventives pour éviter que l'erreur se reproduise à nouveau. Et ensuite, selon les scientifiques, par exemple, les pionniers de la qualité, par exemple, selon Yuan, il vous a dit que le coût de la non-qualité est beaucoup plus élevé que le coût de la qualité. Parfois, on a peur d'utiliser soit l'automatisation au laboratoire et de dépenser pour mettre en place un bon système de qualité. Mais cependant, si on prend son temps pour analyser les coûts, on verra que le coût de la non-qualité est beaucoup plus élevé que le coût de la qualité. En interne, par exemple, lorsqu'on fait les tests manuels, on ne peut pas faire beaucoup de tests à la fois. Et ensuite, parfois, on est obligé de prendre son temps de répéter. Donc, comme je l'ai dit tantôt, prenons un exemple, la réalisation de 15 démogrammes de façon manuelle. Et aussi, à l'externe, les clients ne sont pas satisfaits lorsque les résultats ne sont pas de qualité. Il y a la réputation du laboratoire qui est en jeu. Et dans les pays développés, on peut même appeler le laboratoire en justice et faire payer pour le résultat, un faux résultat livré. Donc, c'est extrêmement cher, le coût de la non-qualité. Et le coût de la qualité, c'est quoi le coût de la qualité? Le coût de la qualité, c'est la prévention et aussi la détection des erreurs. Donc, lorsqu'on prend son temps pour faire cette analyse, on verra que la non-qualité coûte beaucoup plus cher que la qualité. Quels sont les enjeux de la technologie au laboratoire ou de l'utilisation de la technologie au laboratoire? Avec l'utilisation de la technologie, c'est vrai, il y a risque de suppression de certaines tâches et même de certains postes. Parce que le travail que 10 personnes, un travail qui pourrait être réalisé par 10 personnes, donc avec l'utilisation de la robotique ou une machine, donc ça peut se faire avec seulement 1 ou 2 personnes. Donc, ça nécessite aussi beaucoup plus de compétences. Avec la technologie au laboratoire, il faut avoir beaucoup plus de compétences parce qu'il faut avoir des personnes qui ont la capacité de manipuler les équipements. Il faut aussi avoir des personnes qui ont la compétence de faire la maintenance des équipements et de passer les contrôles correctement. Parce que avec l'utilisation des équipements, si le contrôle ne passe pas, on ne peut pas faire les tests, on ne peut pas utiliser les équipements. Il faut aussi avoir des technologistes médicaux et les compétences d'analyser les contrôles de laboratoire. Parce qu'il ne suffit pas seulement de passer les contrôles, il faut aussi que les contrôles soient acceptables.
pour le faire, il faut avoir un personnel ayant la capacité ou la formation d'analyser ou d'utiliser le graphe de Levy-Jenin pour les tests quantitatifs et d'appliquer la règle de Westwood pour les critères d'acceptation et de rejet de contrôle. Ça demande beaucoup plus de compétences. Par exemple, c'est l'utilisation de la règle de Westwood et l'utilisation du graphe de Levy-Jenin pour définir les règles, les critères de rejet pour savoir si le contrôle est acceptable ou pas. Comme je l'ai dit tantôt, le fait que le contrôle se situe dans les limites normales ou dans le range ne veut pas dire pour autant que le contrôle est acceptable. Et il faut avoir un personnel avec les compétences aussi d'analyser, je l'ai dit déjà, d'analyser le graphe et de voir est-ce que la distribution est bien faite selon une loi normale. Quel est le pourcentage de résultats ou le pourcentage de valeur qui se situe entre plus ou moins un équantype? Est-ce que ce pourcentage correspond, comme la règle le définit, à 68,2%? Quel est le pourcentage de valeur qui se situe entre plus ou moins deux équantypes? Est-ce que ce pourcentage correspond à 95,5%? Les valeurs qui se situent entre plus 2 et plus 3 équantypes ou moins 2 et moins 3 équantypes, est-ce que ces valeurs sont autour de 2%? Est-ce qu'elles ne sont pas supérieures? Est-ce qu'elles ne sont pas supérieures? Excusez-moi. Donc, lorsqu'on fait la comparaison entre la loi normale et la graphe de Levy-Jenin, lorsqu'on le met comme ça, comme cette figure, est-ce que vraiment ça correspond? Est-ce que les valeurs sont bien distribuées? Et si les valeurs ne sont pas distribuées correctement, quelles sont les actions à entretenir? L'utilisation de la technologie au laboratoire fait que la profession de technologie médicale ou de biologie médicale devient une profession vraiment en transformation. Est en transformation parce qu'il y a des domaines d'activité qui sont vraiment en voie de disparition. Certaines tâches manuelles, par exemple, la chimie manuelle, l'hémogramme manuel, il y a beaucoup de tâches vraiment qui sont en voie de disparition. Cependant, il y a d'autres domaines d'activité en création. Il y a un besoin de nouvelles compétences, il y a un besoin de formation. Donc, c'est un dynamisme et c'est cyclique, la profession de la technologie médicale avec l'utilisation de la technologie. Quelques nouvelles spécialisations déjà qui sont très recherchées et qui se sont apparues. Maintenant, il y a des technologistes médicaux où il y a des spécialisations pour avoir des technologistes médicaux ou biologistes avec une formation en bioinformaticien. Bioinformaticien, cette personne est là pour établir des algorithmes et des programmations d'analyse. Parce qu'on a pu remarquer que lorsque les analyses sont établies ou sont développées par des personnes ayant une compétence en la matière, ça se fait beaucoup plus bien. Et la productivité ou le rendement
meilleurs. Ça donne de meilleurs rendements. D'autres professions, d'autres nouvelles spécialisations, c'est des ingénieurs en biologie médicale. Je me rappelle que Montmi avait fait cette illustration dans sa présentation. Lorsqu'il y a des technologistes médicaux qui travaillent comme ingénieurs en biologie médicale, on pense qu'ils ne sont plus des technologistes médicaux. Mais vraiment, ce sont des compétences qui émergent. Les ingénieurs en biologie médicale pouvant aider à gérer la plateforme automatisée, savoir gérer les équipements lorsque les résultats de contrôle ne se passent pas, lorsqu'on analyse les graphes et que ça ne correspond pas vraiment aux résultats attendus. Il faut avoir quelqu'un au laboratoire avec cette compétence qui est capable de résoudre le problème tout de suite ou de façon très rapide. Et aussi, cette personne est là pour assurer la maintenance des équipements et réparer les équipements. Donc, de nos jours, il y a beaucoup plus de technologistes médicaux qui travaillent comme... Il y a des technologies médicaux, excusez-moi, qui travaillent comme ingénieurs en biologie médicale ou du moins, on dit, ingénieur biomède. Il y a aussi d'autres spécialisations, c'est bioinformaticien. Déjà, c'est répandu dans les pays développés, ces compétences sont là. Et on cherche des personnes vraiment pour faire partie de ces équipes ou pour apprendre ces nouveaux métiers. Le biostatisticien, lui, son rôle, c'est d'aider l'équipe de chercheurs, de biologistes ou de médecins à exploiter des milliers de données scientifiques issues des expériences de laboratoire. Il y a aussi la spécialisation en gestion et assurance de la qualité. Donc, ces personnes sont là au laboratoire, non pas pour réaliser des tâches à la paillasse, mais pour s'assurer que les résultats qui sortent du laboratoire sont des résultats de qualité, pour s'assurer que la qualité a été implantée ou la qualité a été utilisée depuis la préparation du patient jusqu'à la livraison des résultats. Il y a aussi des compétences et il y a aussi des formations en gestion de stock. Il y a des technologistes médicaux qui sont des gestionnaires de stock, qui sont là vraiment pour gérer le stock du labo, pour s'assurer que le service fourni au laboratoire est un service ininterrompu. Parce que pour parler de la qualité au laboratoire, donc si on a gestion de stock, si le laboratoire ne peut pas fournir, on ne peut pas délivrer l'analyse demandée par le client, on ne peut pas parler de système, on ne peut pas parler de gestion de la qualité parce que le laboratoire ne fournit pas vraiment un service ininterrompu. Donc, c'est vrai, il y a des problèmes avec la technologie, pose pas mal de défis. Cependant, ça apporte aussi beaucoup d'opportunités dans la profession de biologie médicale ou dans la profession de technologie médicale. En termes de conclusion, on peut dire vraiment qu'on ne peut s'en passer
de l'importance du laboratoire dans le système sanitaire. Et de jour en jour, surtout même aujourd'hui, avec la COVID-19, on a remarqué que le laboratoire joue un rôle d'extrêmement important dans la chaîne de soins. Donc, c'est à nous, professionnels du laboratoire, de faire cette plaidoirie pour que la technologie puisse être utilisée au niveau du laboratoire pour automatiser le plus que possible les tâches à faible valeur ajoutée au niveau du labo. Et je termine par cette phrase du directeur de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui dit, et je cite, pouvoir accéder à des tests, à des services de laboratoire de qualité, c'est comme avoir un bon système radar qui permet d'aller où il faut. En d'autres termes, on peut dire que le laboratoire, c'est l'œil de la médecine. C'est le laboratoire qui guide la médecine. Le laboratoire, c'est un système radar. Et sans les yeux, on ne peut pas voir. C'est vraiment, on avance à l'aveuglette. Sans le laboratoire, le système médical ou la médecine avance à l'aveuglette. Donc, vous savez ce qui peut se passer. Vous avez la réponse. Je vous laisse de répondre. Ce qui peut se passer lorsque un système radar d'un avion ne fonctionne pas trop bien. Et sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, je suis disponible. Merci. Merci Betty pour cette très belle présentation. Alors, on a vu l'importance et l'apport de la technologie à la qualité au laboratoire. Et normalement, on a vu également les compétences nécessaires qu'il faut aux technologistes médicales, en plus de la technologie. Et on a vu également d'autres débouchés qu'il y a qui sont importants au laboratoire et médical. OK, merci. Et alors, s'il y a des gens qui ont des questions par l'assistance, c'est le moment de les poser. Vous pouvez utiliser le chat pour les poser. Et puis, je vais lire les questions pour vous de mon côté. Posez les questions, utilisez le chat pour pouvoir poser vos questions. Je sais que ça va prendre un peu de temps pour écrire. On vous attend. Il y a Abdias qui vous remercie pour la présentation. Il dit que la présentation a été super. Merci. Merci Madame Betty pour cette présentation. On attend les questions et les réactions. Questions et réactions. Les questions, posez-les à la section chat. Okay. Dorcelin Jean-Baptiste écrit, bonsoir et merci pour la présentation. Jean écrit, merci Madame Betty pour la présentation. Nancy Auguste, merci Madame pour la présentation, j'ai beaucoup appris, c'est super. Questions et réactions, on les attend. Attends les questions. OK. Et Rosemont Nicolas écrit, merci Madame Betty, excellent.
Dorcelin Jean-Baptiste, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des écoles qui forment des biotechniciens en Haïti, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des écoles qui forment des biotechniciens en Haïti? Malheureusement, la réponse est non. Il y a, le constat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de spécialisation vraiment en Haïti pour les technologistes médicaux. Cependant, on peut rechercher pas seulement pour les technologistes médicaux, à part, laisse-moi voir, des spécialisations qui étaient déjà là pour les médecins, je peux dire, les spécialisations en pédiatrie, chirurgie, mais pour les spécialisations en émergence, pour les nouvelles spécialisations, il n'y en a pas vraiment beaucoup en Haïti. Donc, c'est l'un des défis de notre système d'éducation du point de vue universitaire et du point de vue professionnel et universitaire. Mais cependant, on peut rechercher, on peut trouver des pauses grâce à la technologie qui est l'Internet. On peut rechercher cette opportunité et de plus, on peut être en Haïti et participe ou s'inscrire ou suivre des cours dans une université en France, en Allemagne, dans tous les pays du monde. Ça, c'est aussi l'avantage de la technologie. De même que nous ne sommes pas au même endroit, cependant, nous sommes tous dans cette salle virtuelle. C'est vrai, malheureusement, il n'y en a pas, mais il faut continuer à se battre pour avoir de nouvelles spécialisations ou pour rechercher les opportunités. Merci pour la réponse. J'aimerais aussi ajouter que pour la biotechnologie, c'est inclus parmi le menu de tous les bourses d'études qu'on offre. Et en fait, à longueur de journée en Haïti, on voit passer des appels pour bourses d'études. Et si on regarde la liste de formation, on verra bien figurer la biotechnologie. OK? Et une réaction de Mina Nazer, merci madame pour la présentation, j'ai beaucoup appris. Yves-Marie Jeannot, merci beaucoup pour la présentation m'a beaucoup appris. L'équipe du laboratoire de Boucancari vous remercie beaucoup. Nous étions tous en train de suivre la présentation. Vous étiez combien, Yves-Marie Jeannot? Dorcelin vous remercie pour la réponse que vous lui avez apportée à la question. Il y a Pierrot qui demande comment implémenter un système de qualité dans un laboratoire, qui est responsable de le faire et quelles sont les grandes lignes à suivre. Merci Pierrot pour cette présentation. Malheureusement, je n'avais pas parlé puisque je voulais juste faire le lien entre l'utilisation de la technologie et la qualité au laboratoire. Comment implémenter un système de la qualité au laboratoire? Il faudrait tout d'abord commencer par définir la politique, les politiques et la procédure. Donc, il faut avoir en place une politique de la qualité, comment est-ce qu'on va intégrer la qualité au laboratoire. Il faut développer les procédures, il y a tout un système de documentation qui doit se mettre en place. Il faut avoir un système de contrôle de la qualité, il faut avoir un système d'assurance de la qualité et aussi le système management de la qualité, comment il faut le faire. Quelles sont les grandes lignes à suivre? Les grandes lignes à suivre de nos jours, on parle beaucoup de la norme ISO, on parle du programme SAMTA. Donc, j'ai juste passé à cheval donc, sur la norme ISO qui fournit une documentation sur la façon d'implémenter non seulement la qualité au laboratoire, mais aussi pour arriver à l'accréditation du laboratoire, qui est le
dernier niveau de la qualité, il y a CNSI, et aussi le programme SLAMTA vous donne les grandes lignes, vous donne les orientations, vous dit ce qu'il faut faire pour arriver à la qualité. Et en parallèle, pour les audits, il y a la checklist SLIPA qui vous permet de mesurer. Parce que pour parler d'amélioration continue de la qualité, pour parler de la qualité, il faut évaluer aussi. Non seulement il faut définir les objectifs, mais après avoir défini les objectifs, il faut évaluer pour dire, OK, est-ce que mon objectif est atteint? Est-ce que ce que j'avais prévu de faire, est-ce que je le fais? Donc, il y a le programme SLAMTA qui vous donne les directives et il y a la checklist SLIPTA qui vous permet de mesurer. Il faut aussi définir des indicateurs. Il faut aussi mettre en place des actions correctives et des actions préventives lorsque les erreurs apparaissent. On a un système permettant de détecter les erreurs, mais on met en place des actions préventives pour éviter que les erreurs réapparaissent ou que les erreurs se reproduisent. Donc, ça se fait vraiment par étapes. Et vous avez vu dans la présentation, j'ai présenté les 12 points essentiels qu'on doit prendre en compte vraiment pour mettre en place un bon système qualité au laboratoire. Ce sera un petit peu difficile pour maîtriser tous ces 12 points en même temps. Mais cependant, cela peut se faire par étapes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, et merci pour la réponse. Assez Jean écrit, super Madame Alexandre. Osmond Nicolas écrit, Marc, mais je n'entends pas trop ce que tu viens d'ajouter à la réponse de Betty sur la biotechnologie. En fait, je disais sur la biotechnologie que cette formation est à la carte dans l'offre de bourses d'études qui sont publiées en Haïti. Donc, lorsque vous voyez les bourses d'études qui sont publiées, vous regardez bien la liste de formations. Donc, il est très difficile pour que la biotechnologie n'y figure pas. OK. Et... Merci, Marc, mais la liste n'était pas exhaustive quand même. Oui. Il y a Dioclès qui vient, il dit « Merci pour la présentation, Madame Alexandre, mais est-ce que la TMLH n'a pas un plan pour s'associer avec d'autres organisations ailleurs afin de trouver des bourses pour certains membres de cette association? » Est-ce que l'association n'a pas un plan? D'ailleurs, alors, le plan de l'association, c'est qu'on est affilié avec le CLMA, Clinical Laboratory Management Association, qui offre déjà certaines formations continues permettant de se mettre à niveau. Ces formations concernent surtout le leadership du laboratoire. Comme je l'ai dit tantôt, le problème de la qualité au laboratoire est dû au problème de leadership que les tâches à la paillasse. C'est vraiment dû à ce problème. Donc, ça il donne des informations continues. Mais malheureusement, les spécialisations, comme vous le savez, on n'en a pas en Haïti et dans les pays étrangers, les études sont très coûteuses. Pour le moment, l'association n'en a pas, mais cependant, on n'exclut pas la possibilité de rechercher. OK, merci pour la question. Et apparemment, il n'y a plus de questions. Il y a Pierrot qui vous remercie pour l'élément de réponse apporté, Rosemont Nicolas également. Bon, maintenant, il n'y a plus de questions et l'heure est arrivée également. Et je tiens à te remercier, Betty, pour cette super présentation. Et nous avons beaucoup appris, c'était très enrichissant. Alors, je ne sais pas si tu as des derniers mots à dire, sinon on va terminer. OK, et je vous remercie d'avoir, une fois de plus, je vous remercie d'avoir suivi
cette présentation. Donc, dans les formations continues de l'association, on a pensé aussi à aider le personnel à avoir les compétences en l'analyse de la charte ou du graphe de l'éveil génial. Donc, si vous êtes intéressé à suivre ou à participer à l'une de nos prochaines formations continues après la semaine internationale, vous pouvez nous faire signe à travers notre plateforme, ou aussi si vous êtes membre de l'association, vous pouvez nous faire signe à travers le groupe WhatsApp de l'association. Je vous remercie une fois de plus. Merci à Marc-Mi et on espère vous revoir demain dans notre plus prochaine présentation. Donc, Marc-Mi, si tu as un mot à ajouter, je te cède la place. OK, merci Betty, merci à tout le monde d'être présent et on vous attend demain. Demain, ce sera un sujet intéressant je crois que c'est autour de la COVID-19, quel a été le rôle du laboratoire un an après. Donc, je vais partager, en fait, vous pouvez aller sur le site web, vous allez voir le lien. Donc, ce sera en top de liste de la programmation. Et si vous êtes dans mon contact également, je vais vous envoyer le lien. Merci tout le monde. Bye bye. À la prochaine.